thérapie génique dans les thalassémies majeures, donc, ou thalassémies dépendantes des transfusions. Donc, on rappelle que la thalassémie majeure est une maladie vraiment très répandue dans le monde, mais en fait qui est rare en France, puisqu'on vient de le dire. Dans le registre, il y a 700 patients thalassémiques majeures ou thalassémiques intermédiaires, y compris les patients qui ont reçu une allogreffe. C'est une maladie chronique et en particulier, elle va s'accompagner de complications liées à la surcharge en fer et à l'anémie, dont la fréquence a tendance à augmenter avec l'âge. Et elle s'accompagne aussi d'une diminution de ce qu'on appelle la qualité de vie. Et ça, on l'a bien montré quand on comparait des patients qui avaient reçu une allogreffe pour leur thalassémie et avec succès à des patients qui continuaient le traitement par transfusion et chélation. Il y a vraiment une qualité de vie qui est moins bonne quand on est transfusé chélaté par rapport aux patients guéris par la greffe. Donc ces traitements, transfusion et chélation, ils sont administrés à vie et ils sont débutés dès la petite enfance. Donc c'est vraiment des traitements au long cours. Donc on l'a dit, la greffe allogénique de cellules souches hématopoïétiques est actuellement le seul traitement curatif des formes graves. Donc on l'a dit, c'est un traitement qu'on propose systématiquement à l'enfant s'il a dans sa fratrie un donneur identique. Les résultats sont excellents avant l'âge de 14 ans. Il y a d'autres formes de greffe qu'on peut discuter, mais en tout cas, en pratique courante à l'heure actuelle, c'est le seul traitement curatif de la maladie. Et puis, c'est une maladie où il y a un point particulier que je souligne là parce qu'on en discutera plus tard. Vous savez que quand on a une bêta-thalassémie, on ne fabrique peu ou pas de chaîne bêta et donc peu ou pas d'hémoglobine anormale. L'hémoglobine fœtale est une hémoglobine qui fonctionne bien, mais qui, comme le nom l'indique, en fait, est présente pendant la vie fœtale et va s'éteindre au cours des premiers mois de vie après la naissance. Mais cette hémoglobine fœtale, quand plus on en a, plus la sévérité de la maladie va être atténuée. Donc, c'est un grand facteur modulateur de la sévérité de la maladie. Un petit prérequis pour la génétique, donc vous savez qu'on a 2 gènes bêta, donc en fait, globalement, quand on a une mutation sur un des 2 gènes, on est porteur d'un trait bêta-thalassémique, on a une thalassémie mineure, ça s'appelle hétérozygote. Et puis, quand on a 2 mutations sur les gènes bêta, une mutation sur chaque gène bêta, on est homozygote et on a en règle une bêta-thalassémie majeure. Alors, ces mutations dans les bêta-thalassémies, elles sont en très grand nombre. Alors, bien sûr, il y a des répartitions géographiques particulières. On n'a pas les mêmes mutations bêta-thalassémiques en Asie ou au Moyen-Orient ou en Méditerranée. Et elles sont nombreuses. Et en fait, on distingue, et ça c'est très important pour la thérapie génique, ce qu'on appelle les mutations bêta-0 et les mutations bêta+. Parce qu'une mutation bêta-0 va complètement abolir la production de chaînes bêta et complètement abolir la production d'hémoglobine A. Et puis une mutation bêta+, elle va simplement diminuer la production de chaînes bêta. Et donc, c'est important d'avoir ça en tête. Il y a des mutations bêta-0, il y a des mutations bêta+, et dans les mutations bêta+, il y a des plus petites et des plus qui fabriquent quand même un taux résiduel d'hémoglobine A correct. Donc, on a tout un spectre de gravité des mutations et c'est pour ça finalement qu'on peut avoir une thalassémie homozygote et avoir une forme majeure transfusodépendante ou alors on peut avoir une forme homozygote de bêta-thalassémie avec 2 mutations bêta+, par exemple, et à ce moment-là, fabriquer quand même suffisamment d'hémoglobine pour ne pas être transfusodépendant. Donc, il y a quelque chose de très important sur ces mutations thalassémiques bêta-0 ou bêta+. Donc, la thérapie génique, à l'heure actuelle, donc, les seuls patients traités l'ont été dans le cadre d'essais cliniques. Et donc, quel type de patients ont été évalués? Des patients qui étaient candidats à une greffe et qui n'avaient pas de donneur HLA identique, c'est-à-dire des patients qui avaient une indication de greffe. Et une indication de greffe, c'est soit lorsqu'on a une thalassémie majeure, c'est-à-dire qu'on est transfusé régulièrement depuis la petite enfance, soit lorsqu'on a une thalassémie intermédiaire qui est devenue transfusodépendante.
Ce sont aussi des patients pour lesquels on connaît les types de mutations, à savoir, puisqu'on en a deux quand on a une bêta-thalassémie dépendante des transfusions, est-ce qu'on est bêta 0, bêta 0, bêta plus, bêta 0, bêta plus, enfin, quelles sont nos mutations qui ont entraîné la transfusodépendance? Parce que, en fait, lorsqu'on a besoin de transfusion régulière, ce n'est pas toujours qu'on est bêta 0, bêta 0. On peut être bêta 0 avec une bêta plus qui ne produit qu'un tout petit peu d'hémoglobine, de chaîne bêta et d'hémoglobine A. Et donc, à ce moment-là, on a quand même besoin d'un programme transfusionnel régulier. Et on peut même être avec une forme dépendante des transfusions, avec deux mutations bêta plus qui sont des mutations bêta plus faiblement bêta plus. Donc, important de connaître les mutations. Je rappelle le principe de la thérapie génique. Donc, le patient, on va lui collecter ces cellules souches hématopoïétiques. Donc, ces cellules souches hématopoïétiques, c'est des cellules qui sont capables de générer toutes nos milliers sanguines, les globules blancs, les globules rouges, les plaquettes. C'est ces mêmes cellules souches hématopoïétiques qu'on collecte quand on veut faire une allogreffe de moelle. Ces cellules, on peut les prendre dans la moelle osseuse ou on peut les prendre dans le sang après les avoir stimulées pour qu'elles passent de la moelle osseuse à la circulation périphérique. Donc, on prélève les cellules du patient, ces cellules souches hématopoïétiques. En fait, on les sélectionne après pour garder vraiment les plus immatures et ce qu'on appelle vraiment les cellules souches, c'est des 34+. Et après, ex vivo, c'est-à-dire qu'on a récupéré toutes ces cellules, elles vont aller en laboratoire pour être manipulées, pour être génétiquement modifiées. Et en fait, le principe est d'introduire dans ces cellules souches hématopoïétiques un gène bêta fonctionnel. Donc, c'est une technique de thérapie génique qu'on appelle par addition de gènes. On verra qu'il y a d'autres techniques qui arrivent maintenant, mais là, on apporte un gène bêta-globine. Le gène bêta défectueux reste en place. Et pour apporter dans la cellule ce gène bêta-globine normal, eh bien, on va utiliser un vecteur viral, un vecteur lentiviral. Et les thérapies géniques dans la thalassémie et dans de très nombreuses autres maladies utilisent des vecteurs lentiviraux qui sont dérivés du VIH, hein, du virus de l'immunodéficience acquise, mais bien sûr des virus qui sont complètement désossés pour n'être que des vecteurs de ce gène bêta-globine qu'on va apporter à l'intérieur de la cellule souche. Une fois que la manipulation est faite, contrôlée, vérifiée, sécurisée, eh bien, on va pouvoir réadministrer les propres cellules souches du patient, modifiées, réparées, après une chimiothérapie. Donc, le sujet reçoit sa chimiothérapie et après, il va recevoir ces cellules souches autologues, les siennes, génétiquement modifiées. Elles vont s'installer chez lui et elles vont reproduire toutes les lignées sanguines. Et en ce qui concerne la lignée rouge, eh bien, les globules rouges pourront être produits et pourront être de qualité puisqu'il y a maintenant un gène bêta-globine ou plusieurs d'ailleurs par cellule qui permettent de fabriquer les chaînes bêta et de fabriquer de l'hémoglobine A. Alors, l'historique de la thérapie génique, on a commencé par la faire chez les souris. Donc, les premiers succès en 2000 pour des formes de thalassémie intermédiaire chez la souris, puis des formes de thalassémie majeure. Le premier patient thalassémique a été traité à l'hôpital Necker en 2007. Ensuite, après ce premier patient, il y a eu plusieurs études qui sont parties. Donc, on a eu des études nord-américaines, des études italiennes, et puis les études internationales, HGB, 204, 205, 207, 212, qui sont les études qui ont été développées par le laboratoire Bluebird Bio. Le premier patient traité avait été vraiment le fruit d'une très large collaboration. Donc, l'équipe de thérapie cellulaire de Necker, l'INSERM, le laboratoire aussi Bluebird. Il y avait vraiment eu une immense collaboration pour arriver à faire cette première thérapie génique chez un patient thalassémique. Alors, en 2018,
ont commencé des études utilisant une autre technique de thérapie génique dont on reviendra plus tard, qui n'est plus par addition de gènes, mais qui vise à réparer là le gène défectueux. Et en 2019, le produit de thérapie génique, c'est le greffon modifié avec la technique de Bluebird, a obtenu une AMM européenne. Et à l'heure actuelle, on est en discussion dans chaque pays pour la commercialisation en pratique de l'antiglobine qu'on appelle Zynteglo. Quels sont les buts de la thérapie génique? Bon, d'abord, le but est d'avoir une efficacité. Sur quels critères on va juger de l'efficacité de la thérapie génique? Eh bien, on va juger de son efficacité sur le fait qu'on ne sera plus transfusodépendant. C'est-à-dire que la thérapie génique est un succès si le patient ne reçoit plus de transfusion, comme il en recevait régulièrement toutes les 3, 4, 5 semaines précédemment. Le deuxième critère d'efficacité, c'est le niveau de réparation de l'anémie. C'est-à-dire qu'on n'est plus transfusé, mais combien a-t-on d'hémoglobine? Est-ce qu'on a 9, 10, 11, 12, 13, 14 grammes? Donc ça, c'est aussi un critère d'évaluation. Et puis enfin, si on n'est plus transfusé, est-ce qu'on n'a plus besoin non plus de recevoir un traitement chélateur? Alors peut-être qu'on aura besoin d'un peu de traitement chélateur après la greffe, après la thérapie génique, pour éliminer ce qu'on avait accumulé avant la greffe, mais finalement, est-ce que cette surcharge en fer va complètement disparaître ou est-ce qu'il va en rester un petit peu, comme par exemple on peut en avoir lorsqu'on a une thalassémie intermédiaire? Et ces questions se posent bien sûr à court, moyen et long terme, puisque cette thérapie génique, qui est un traitement très lourd finalement, on attend d'elle qu'elle fonctionne pour la vie. Quelles sont les toxicités possibles? À quelles complications on peut être exposé? Donc, il y en a un certain nombre, puisque c'est quand même une grosse affaire, c'est une greffe en fait. Donc, lorsqu'on collecte les cellules souches hématopoïétiques, donc on va donc recevoir des médicaments qui vont permettre aux cellules souches de passer dans le sang et on va les collecter sur ce qu'on appelle un séparateur de cellules. Donc, ça dure 3-4 heures et votre sang est traité et on prend les cellules souches hématopoïétiques. Elles sont mises de côté pour constituer le greffon. Donc, cette technique, elle est vraiment largement utilisée. Alors, chez les patients thalassémiques, il y a tout de même une petite question qui se pose sur le plan du risque de thrombose, du risque encore une fois, de caillots dans les vaisseaux. Pour une raison, enfin pour plusieurs raisons, les patients thalassémiques sont à plus haut risque de complications thromboemboliques, surtout s'ils sont spénectomisés. Et puis, lorsqu'on va stimuler les cellules souches hématopoïétiques pour qu'elles passent dans le sang, eh bien, on a une franche augmentation des globules blancs. On peut avoir 80 000 globules blancs et ça aussi, ça augmente la viscosité sanguine. Donc, il y a un risque quand même de complications thrombotiques selon le terrain, bien sûr. Par exemple, les enfants qui ont des vaisseaux nickel n'ont pas de problèmes thromboemboliques. Mais donc, c'est quand même quelque chose qu'on check bien avant d'effectuer cette collection. Après, il y a aussi des complications qui sont liées à cette chimiothérapie pré-greffe qu'on est obligé de faire. Puisque donc, lorsqu'on fait la thérapie génique et qu'on va redonner les cellules au patient, il faut faire de la place dans sa moelle, il faut faire cette chimiothérapie. Donc, c'est une grosse chimiothérapie. On appelle ça, nous, myéloablative parce qu'elle est toxique complètement pour la moelle en place. Et cette grosse chimiothérapie, elle peut avoir des effets secondaires sur le foie, sur le cœur, et des complications aussi plus tardives sur la fertilité. Il y a aussi, puisque cette grosse chimiothérapie va induire ce qu'on appelle une aplasie, c'est-à-dire qu'entre le moment où cette grosse chimiothérapie va détruire votre moelle et le moment où la thérapie génique va s'installer et commencer à refabriquer tous les globules, il y a un moment où on ne fabrique plus rien. Et alors à ce moment-là, on n'a plus de globules blancs, plus de plaquettes, plus de globules rouges. Alors, on transfuse en globules rouges, on vous transfuse en plaquettes, mais vous pouvez faire une infection, vous pouvez faire des problèmes hémorragiques. Enfin, c'est une période qu'il faut bien suivre et où on peut avoir aussi quelques complications. La toxicité liée aux produits de thérapie génique, donc là, quelles sont les questions qui concernent plus proprement ce greffon génétiquement modifié qu'on réintroduit? Eh bien, il y a la sécurité virale, mais là, on peut dire quand même qu'on a de grosses… enfin, on n'a pas du tout d'inquiétude sur
la sécurité virale liée au vecteur viral qu'on utilise. Et puis, une question qui se pose à court et long terme également, c'est est-ce que ce gène bêta-globine qui s'est mis dans le génome des cellules souches hématopoïétiques, est-ce qu'il peut déclencher quelque chose en termes de cancer ou de leucémie? Donc, parce qu'il pourrait s'introduire à un endroit qui déréglerait la cellule. Alors, il faut dire que ça ne s'est pas produit du tout dans les études en cours et que quand même, on est relativement rassuré à l'heure actuelle sur ce risque. On appelle ça l'oncogénèse insertionnelle parce qu'en fait, oncogénèse, ça veut dire donner le cancer et insertionnel parce que c'est au niveau d'un certain niveau d'insertion qui peut entraîner le dérèglement de certains gènes. Bon, on est quand même assez rassuré sur l'oncogénèse insertionnelle qui n'est pas survenue là du tout à l'heure actuelle, avec le délai qu'on a chez les patients thalassémiques ayant reçu une thérapie génique qui est de plus de 5 ans pour certains. Donc, cette technique d'apporter le gène bêta-globine, donc, qu'est-ce qu'on apporte? Eh bien, on n'apporte pas que le gène bêta-globine, on va aussi apporter tout ce qu'on appelle les séquences régulatrices, c'est-à-dire ce gène bêta-globine, il faut le faire produire à très haut niveau, puisqu'on a beaucoup d'hémoglobine quand même dans notre sang, il faut qu'on fabrique des grammes et des grammes d'hémoglobine, donc il faut que ce gène bêta-globine, on lui mette ces séquences régulatrices pour qu'il qu'il marche à très très fort niveau pour bien produire en quantité importante des chaînes bêta-globine. Il faut aussi que ça ne s'exprime que dans les globules rouges, puisque l'hémoglobine, c'est une affaire de globules rouges. Donc, il faut mettre avec ce gène bêta-globine qui fonctionne toutes les séquences régulatrices et on a bien vu dans ces séquences régulatrices quelles étaient les parties importantes pour que ça tienne le minimum de place. Donc, le vecteur qu'on utilise, on a dit, c'est un vecteur dérivé du VIH, inactivé. Et ce vecteur, il est bien parce que comme ça, il peut prendre des gros fragments d'ADN et il va bien dans ces cellules souches hématopoïétiques. Et on l'a dit, comme ces cellules génétiquement modifiées qu'on va réinjecter, eh ben, elles ne vont pas pouvoir chasser celles qui sont déjà en place. Il faut faire cette chimiothérapie pré-greffe pour donner un avantage aux cellules qu'on va réinjecter. Il faut aussi qu'il y ait ce qu'on appelle un haut niveau de transduction, c'est-à-dire qu'il faut que ces cellules souches hématopoïétiques, elles aient été effectivement bien transduites par la construction et qu'il y ait suffisamment de gènes bêta normal qui soient arrivés dans les cellules pour permettre une certaine production. Les essais cliniques, donc on l'a dit, le premier patient donc, qui a été traité en 2007, donc c'était un patient qui avait ce qu'on appelle une euthalassémie, donc c'est une forme particulière de thalassémie où d'un côté il y a une mutation bêta-thalassémie classique et de l'autre côté la production d'une hémoglobine E en petite quantité, donc c'est ce qu'on appelle un variant thalassémiant parce que le variant est présent mais il est en petite quantité. Donc c'était un patient pour lequel on pourrait dire qu'il avait une forme bêta 0, bêta plus, puisque l'hémoglobine E, c'est une bêta plus, c'est une mutation bêta plus. Et donc, ce premier patient, il avait donc eu la chimiothérapie pré-greffe, on avait utilisé les cellules de sa moelle osseuse, et puis c'était la première génération de vecteurs qui par la suite a été nettement améliorée. Donc, ce patient, il a eu une indépendance vis-à-vis des transfusions entre 1 et 8 ans après la greffe. Et donc, il produisait 8-9 grammes d'hémoglobine avec un tiers d'hémoglobine fétale, un tiers d'hémoglobine E et puis un tiers d'hémoglobine A thérapeutique. Alors, quand on regarde entre cette première étude et les études suivantes, donc on a quand même beaucoup modifié les procédures de thérapie génique. Alors, le vecteur lui-même a été amélioré. La source
de cellules souches hématopoïétiques, on est passé de la moelle osseuse à ces cellules souches périphériques après administration de 2 médicaments pour favoriser au mieux le passage des cellules souches hématopoïétiques dans le sang. Et ça a permis d'augmenter en grand nombre le nombre de cellules qu'on peut en fait, collecter et à partir desquelles on peut travailler pour faire cette étape de thérapie génique. Avec ce nouveau vecteur, il y a plus de 50 patients thalassémiques qui ont reçu la thérapie génique dans le monde à l'heure actuelle. Et au niveau de l'efficacité, on va y revenir, on a un bon résultat. Là, pour le moment, puisque c'est ceux qui sont le plus exploitables, les autres sont, l'autre étude avec des bêta-0, bêta-0 est en cours. Mais pour les patients qui ont une mutation bêta+, que l'autre soit bêta-0 ou aussi bêta+, eh bien, on a pu arrêter les transfusions pour la majorité des patients. Alors, pourquoi est-ce qu'on distingue maintenant très clairement les patients bêta-0, bêta-0 et les patients bêta-0, bêta+, ou bêta+, bêta+? C'est assez, enfin, on comprend bien pourquoi, c'est-à-dire que la manœuvre de thérapie génique va permettre d'apporter un certain niveau de production d'hémoglobine qui va s'ajouter à l'existant. Et lorsqu'on a une mutation bêta+, eh bien, on fabrique déjà un petit peu d'hémoglobine A ou de l'hémoglobine E quand on est E-tal. Et donc, toutes ces hémoglobines vont s'ajouter. Et on comprend qu'un patient qui fabrique déjà, je sais pas, 3 grammes ou d'hémoglobine A, eh bien, si après il fabrique, avec la thérapie génique, 9 grammes d'hémoglobine thérapeutique, ça fera 9 plus 3, 12. Tandis qu'un patient qui ne fabrique pas du tout d'hémoglobine A, eh bien, il sera plus difficile à corriger. Et c'est pour ça que, après les toutes premières études, on a séparé dans les études les patients dits bêta-0, bêta-0 et les patients dits non bêta-0, bêta-0. Donc, les premières études qui ont été rapportées, alors là, c'est dans le New England Journal of Medicine, qui est un très, très grand journal. Et donc là, la première série, hein, après le premier patient qui avait bénéficié d'une thérapie génique après qu'il ait été rapporté, pardon. Là, on a eu en 2018 une première série de 22 patients, donc âgés de 12 à 35 ans. Et ces patients avaient été traités dans 2 protocoles, la 204, la 205. Donc, la 205 à Necker, 4 patients thalassémiques, et la 204 plus internationale, principalement aux États-Unis, 18 patients. Et on voit que le traitement avait permis finalement de produire de l'hémoglobine thérapeutique en médiane 6 grammes. Ça veut dire que médiane, c'est la moitié plus, la moitié moins. Hein. Ça veut dire que la moitié des patients ont plus de 6 grammes, la moitié des patients ont moins de 6 grammes produits par la thérapie génique. Mais donc, on voit que c'est beaucoup, 6 grammes, c'est bien, mais que c'est variable de 1 à 10 grammes. Et on comprend bien que si on ne produit qu'1 gramme, on va avoir du mal à devenir indépendant des transfusions. Donc, ce qu'on a montré dans cette étude, c'est que cette réparation finalement de l'anémie, elle était fonction du génotype bêta, donc que finalement on avait plus de succès chez les bêta plus que chez les bêta 0, et puis aussi qu'elle était fonction alors, du nombre de copies virales présentes dans les cellules sanguines. C'est-à-dire, en fait, plus on était bien arrivé à introduire le gène bêta-globine normal dans les cellules, et plus le résultat était bon en termes de production d'hémoglobine. Donc, ces patients, 22 patients donc, qui ont été inclus, les études sont terminées, eh bien, on les suit bien sûr très régulièrement. Et pour les 18 patients dans le protocole international, eh bien, fin 2019, ils avaient été suivis pendant 3 ans et demi en médiane, donc on a quand même un certain recul. Et on avait trouvé dans cette étude que 8 patients sur 10, non bêta-0, bêta-0, étaient devenus indépendants des transfusions et maintenaient cette indépendance des transfusions. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus besoin de transfusion et ils maintiennent un taux d'hémoglobine au moins à 9 grammes par décilitre. Les 2 autres patients avaient eu une réduction de leur transfusion, mais nécessitaient toujours des transfusions. Et puis pour les 8 patients bêta-0, bêta-0, là, le résultat était nettement moins bien, puisque seuls 3 patients sur 8 étaient sevrés des transfusions à long terme.
Donc, si on reprend les non bêta 0, bêta 0, donc ces patients qui fabriquent déjà un petit peu d'hémoglobine, eh bien, on peut comparer les deux études, la 204 dont on vient de parler et la 207 qui est en cours. La 204, elle est achevée, la 207, elle est en cours. Il y a plus de patients qui ont été traités, mais on a un recul qui est plus faible. Alors, ce qu'on peut observer entre les deux études, c'est qu'on a notablement amélioré ce qu'on appelle l'étape de transduction, puisque dans la première étude, il y avait simplement 29% des cellules souches qui étaient, dans lesquelles on avait introduit le gène bêta-globine normal, alors qu'on est passé à 78% dans l'étude qui est en cours. Et puis aussi, on apportait en moyenne 0,7 gène bêta-globine normal par cellule souche, et là, on est autour de 3. Donc, on a amélioré la transduction. Et en fait, quand on voit comment ça se traduit en termes de production d'hémoglobine, eh bien, on voit que dans l'étude achevée, la 204, en médiane, ça permettait la synthèse de 6 grammes d'hémoglobine, cette procédure de thérapie génique, et qu'on est passé à 9 grammes en médiane. Donc, on a augmenté la production de cette hémoglobine thérapeutique. Donc, pour la 207 qui est en cours, 9 patients sur 10 sont devenus indépendants des transfusions. Comme on juge de l'indépendance de la transfusion au bout d'un an, c'est des patients qui ont un recul suffisant. Et lorsqu'on se porte plus précocement pour de plus nombreux patients, eh bien, 18 sur 20 ont stoppé les transfusions. Donc, en fait, on reproduit au moins les résultats en termes d'indépendance des transfusions et on a une augmentation de l'hémoglobine produite. Et c'est important parce que du coup, l'hémoglobine totale des patients, elle est mieux que dans la 204. En ce qui concerne maintenant les formes bêta-0, bêta-0. Alors, par exemple, en France, les formes bêta-0, bêta-0, c'est la majorité des patients. À peu près 60-65% des patients ont deux mutations bêta-0, bêta-0. Alors là, c'est une autre étude qui s'appelle la 212, HGB 212. On rappelle que dans la 204, les patients bêta-0, bêta-0, seuls 3 sur 8 avaient acquis une indépendance transfusionnelle. Et là, avec l'étude en cours, donc c'est des résultats qui sont préliminaires, hein, à 6 mois de traitement, 11 patients donc, sont arrivés à 6 mois après la thérapie, au moins 6 mois après la thérapie génique, et 9 sur 11 sont sevrés de transfusion et 2 sur 11 sont toujours transfusés. Donc, on attend la suite pour avoir un petit peu plus de patients et bien sûr un peu plus de suivi pour pouvoir mieux statuer sur l'effet de la thérapie génique chez des sujets bêta-0, bêta-0. Donc, quels sont les effets indésirables? Donc, on en a déjà dit deux mots. On administre avant la greffe de cellules souches autologues modifiées une chimiothérapie par busulfan. On a dit ça a une toxicité sur les globules, sur la bouche, ça donne ces fameux aftes qu'on a quand on a de la chimiothérapie, la fièvre, ça peut avoir une toxicité hépatique, en particulier chez les patients thalassémiques, parce que les patients thalassémiques ont le foie fragile pour la greffe. Ça, c'est quelque chose, même pour les greffes allogéniques, c'est bien connu. On a une toxicité hépatique de la chimiothérapie pré-greffe qui est particulière chez les sujets thalassémiques. Ensuite, quels sont les effets indésirables qui ont été observés propres à ce greffon médicament qu'on injecte? Il n'y a pas eu d'échec de prise, c'est-à-dire que ce greffon, il a pris dans tous les cas. Donc ça, c'est une bonne chose. On a eu, pour quelques patients, un temps pour récupérer un chiffre de plaquettes normal qui a été long, mais qui finalement est arrivé. On n'a pas observé de problème lié au lentivirus qui sert de vecteur et on n'a pas observé d'oncogénèse insertionnelle. Et ce qu'il faut redire pour ces essais cliniques, c'est qu'on s'est adressé à des patients thalassémiques qui étaient en forme, c'est-à-dire qui était bien suivi, puisqu'il était exigé qu'il y ait au moins de 2 ans, bien suivi dans un centre de référence, etc. On s'est adressé à des patients qui étaient bien transfusés, en particulier avant la collection, avant la greffe, il était demandé d'avoir des taux d'hémoglobine avant la transfusion montés à 11 grammes,
de façon à être bien transfusés. C'était des patients aussi qui étaient peu surchargés, c'est-à-dire que la majorité d'entre eux n'avaient ni fer cardiaque, ni fer hépatique élevé. Et puis, c'était aussi des patients qui étaient jeunes, puisque finalement, dans ces études, l'âge le plus âgé était de 35 ans. C'était aussi des patients qui n'avaient pas d'autres maladies associées. Bon, c'est assez souvent comme ça, quand on fait les premiers essais cliniques, en fait, il y a on dit une sélection des patients, c'est-à-dire qu'on prend des patients qui sont en forme. Alors, avec ces résultats, le Zynteglo a obtenu une AMM européenne en 2019. Donc, cette indication est donc réservée aux patients bêta-thalassémiques dépendants des transfusions. Hein, donc, il faut un régime transfusionnel systématique. C'est réservé pour le moment aux patients âgés de plus de 12 ans, puisqu'il y a encore assez peu d'enfants qui ont été enregistrés dans les études cliniques. C'est réservé aux patients qui portent des mutations non bêta-0, hein, c'est-à-dire ces fameux patients qui ont une… Attendez, excusez-moi, je vais fermer ça. Voilà. Donc, des patients qui ont… je ne veux pas m'arracher la prise. Hein, parce que… Donc, ces patients qui ont des mutations non bêta-0, donc qui fabriquent déjà un peu d'hémoglobine A et pour lesquels on a obtenu les meilleurs résultats. C'est des patients qui pourraient aller à la greffe, donc qui sont en état général suffisamment bons, qui n'ont pas d'atteinte d'organes sévères et qui pourraient bénéficier éventuellement d'une allogreffe s'il y avait un donneur. Et ce sont des patients qui ne disposent pas de donneur HLA identique intrafamilial. Donc après cette AMM européenne, il y a des démarches maintenant dans chaque pays. Et donc, ça a continué même pendant la période de Covid-19, puisque la commission de transparence a rendu son verdict sur le remboursement, hein, puisque bien évidemment, si ce médicament n'était pas remboursé, il ne serait absolument pas possible de l'utiliser. Et donc, elle a mis certaines conditions en plus de cette condition d'AMM européenne, qui sont que les patients soient suivis dans un centre spécialisé pendant au moins 2 ans et que les patients n'aient pas plus de 35 ans. Alors, les autres essais en cours, en dehors des essais donc là, dont on a beaucoup parlé, mais qui sont les essais développés par Bluebird Bio, qu'on utilisé vraiment, qui ont vraiment inclus beaucoup de patients. Donc, 2 expériences intéressantes. Il y a la première là qui est donc italienne, et donc elle est intéressante à 2 points surtout. C'est que d'abord, elle a mis à une autre chimiothérapie que celle qu'on utilise. Bon, dans les études Bluebird, la chimiothérapie, c'était le busulfan, qu'on utilise aussi dans les allogreffes. Et là, ça s'appelle le tréosulfan. Et donc, c'est intéressant parce que on veut essayer de réduire au maximum la toxicité de cette chimiothérapie pré-greffe. Donc, le tréosulfan est susceptible d'améliorer aussi bien la toxicité immédiate sur le foie en particulier, sur la mucite, et aussi améliorer peut-être la fertilité à long terme. Enfin, aurait de meilleurs résultats que le busulfan. L'autre point intéressant, c'est qu'au lieu d'injecter les cellules par voie veineuse, qu'on fait habituellement pour toutes les greffes, et bien là, elles ont été réinjectées en intraosseux, c'est-à-dire qu'on a remis directement dans la moelle osseuse les cellules. Bon, dans la très grande majorité des greffes, elles sont injectées par voie veineuse et d'elles-mêmes, les cellules, elles savent où elles doivent aller, donc elles retournent dans la moelle osseuse pour s'y installer et refabriquer les globules. Mais dans cette étude, le greffon avait été administré en intraosseux. Ce qui avait un intérêt, c'est que ça limitait la durée d'aplasie. C'est-à-dire que du coup, le temps pour ressortir ces globules, et en particulier ces plaquettes, était plus court. L'autre étude, c'est l'étude de New York, qui est intéressante parce qu'elle a montré justement qu'on ne pouvait pas se passer à l'heure actuelle de cette grosse chimiothérapie pré-greffe. Elle utilisait le busulfan, mais les doses étaient beaucoup moins fortes que celles qu'on utilise habituellement. Et ça a eu l'intérêt quand même de montrer que ça ne marchait pas si on ne faisait pas une très grosse chimiothérapie pour faire cette place au greffon de cellules souches autologues modifiées. Alors maintenant, il y a une autre chose qui arrive. Donc tout ce dont on a parlé là, c'est ce qu'on appelle de l'addition de gènes. Hein, c'est-à-dire, on fait cette transduction et on apporte le gène bêta et toutes ces séquences régulatrices
dans la cellule souche hématopoïétique. Et à côté de cette technique d'addition de gènes, il y a quelque chose qui arrive maintenant, qui est la correction. On appelle ça le gene editing, c'est-à-dire que au lieu d'apporter un gène normal, eh bien, on va essayer de réparer celui qui est déjà en place. Alors, la technique donc de réparer, de modifier la séquence qui porte la mutation ou la délétion responsable de la maladie. Donc, qu'est-ce que ça utilise en particulier pour la technique la plus fameuse, connue, là, c'est CRISPR-Cas9. Eh bien, on introduit dans la cellule un guide qui va aller cibler la séquence d'ADN où réside le défaut génétique de la maladie. Et c'est associé à ce qu'on appelle une nucléase, c'est-à-dire une enzyme qui va couper les 2 brins d'ADN. Et après, il y a un peu 2 possibilités ou 2 techniques. Soit ces 2 bouts qui ont été coupés vont se rabouter, mais le plus souvent, ils vont se rabouter, mais pas très bien. Ils auront perdu un petit quelque chose ou quelque chose se sera inséré. Et donc, en fait, la séquence, elle est inactivée, c'est-à-dire qu'elle a été presque mutée, en fait. Elle est inactivée, elle ne marche pas. Donc ça c'est une technique qui permet d'éteindre l'expression d'un gène en modifiant le gène de cette façon. Et puis, une autre technique possible qui est d'essayer de réparer en apportant la bonne séquence sans mutation et en la remplaçant. Donc, on a ces 2 techniques. La première qui aboutit à l'inactivation de la séquence cible, c'est celle qui est la plus finalement facile à faire et c'est celle qui a été utilisée pour la thalassémie et la drépanocytose. En fait, si on se souvient de cette hémoglobine fœtale où on a dit que c'était vraiment une hémoglobine qui améliorait la thalassémie, eh bien, normalement, ce qui se passe, c'est que quand on naît, à la naissance, on a 70-80% d'hémoglobine fœtale. Et cette hémoglobine fœtale, au cours des premiers mois de vie, elle s'éteint. Et elle est remplacée par l'hémoglobine A adulte. Alors, quand on a une thalassémie bêta, eh ben, l'hémoglobine fœtale, comme il n'y a pas de chaîne bêta, on la fabrique très bien. Mais quand elle vient se faire remplacer par l'hémoglobine A et qu'on ne fabrique pas de chaîne bêta, eh bien, on n'arrive pas à produire de l'hémoglobine. Et en fait, on a un facteur qui s'appelle BSL11A. Bon, c'est pas la peine de retenir, mais enfin, c'est le gène qui va en fait orchestrer cette transition de l'hémoglobine fœtale à l'hémoglobine adulte. Et donc, l'idée qu'on a eue, enfin pas moi, l'idée qui a été développée, c'est de se dire, eh bien, si on arrive à éteindre BCL11A, on va empêcher, on va réactiver, on va permettre à l'hémoglobine fœtale de continuer à être produite. Alors, on ne peut pas éteindre BCL11A dans toutes les cellules parce que c'est indispensable pour la survie des cellules, mais on peut essayer finalement de l'éteindre dans les globules rouges. Et donc, ces techniques de gene editing se sont adressées à l'activateur de BCL11A dans les globules rouges. Et avec cette technique où il y a coupure et réaboutement mal fichu qui fait que ça ne marche plus, eh bien, on est arrivé à faire que les cellules souches modifiées par cette technique produisent de l'hémoglobine fœtale en quantité. Il y a 2 études qui sont en cours et celle qui a été, pour lesquelles on a eu un premier résultat vraiment tout à fait intéressant, c'est une qui utilise donc CRISPR-Cas9 et donc là, ça a été donc rendu public à la fin de l'année 2019. Donc une étude qui est en cours et un premier patient traité est devenu indépendant des transfusions 9 mois après sa thérapie génique et il fabriquait presque 12 grammes d'hémoglobine, dont 10 grammes d'hémoglobine fœtale. Donc, il y a eu aussi un premier patient traité pour la drépanocytose qui a été rapporté avec aussi un succès. Donc, c'est aussi une piste extrêmement intéressante. Alors, c'est un patient, il va falloir voir les séries de patients pour voir un petit peu si c'est reproduit à plus large échelle. C'est aussi quand même une technique qui utilise la chimiothérapie avant la greffe,
puisque là, c'est encore le busulfan qui est utilisé pour ces deux études. Donc, en conclusion, cette thérapie génique, c'est quand même une procédure lourde. C'est une autogreffe avec une préparation chimiothérapique intensive, dont la toxicité va augmenter avec l'âge et avec l'existence d'atteintes d'organes ou l'existence d'une surcharge tissulaire importante dans le cœur ou dans le foie. Il y a des avantages par rapport à la greffe à partir d'un donneur HLA identique sur le plan des complications immunitaires, puisque c'est nos propres cellules modifiées, il n'y a pas de ce qu'on appelle de GVH, c'est la complication immunologique de l'allogreffe, mais là, il n'y a pas lieu. Il y a aussi un déficit immunitaire qui est moindre, et puis il y a une disponibilité finalement pour tous les patients qui ont une indication de greffe, mais qui n'ont pas de donneur. Donc, la majorité de l'expérience, c'est de l'addition de gènes. Hein. On a montré donc qu'il y avait un bénéfice sur les symptômes de la maladie. Je dis ça, c'est un greffon médicament, hein, c'est-à-dire c'est un médicament, mais c'est quand même aussi un greffon, et donc il y a des variabilités qui sont liées à cet état de greffon. Les cellules prélevées peuvent être en quantité ou en qualité variable, la transduction peut être aussi de qualité variable. Il y a donc tout un tas de facteurs qui vont faire que quand on vous administre un gramme de paracétamol, c'est un gramme de paracétamol. Là, il y a une variabilité qui est liée au fait que ce médicament est aussi un greffon de cellules. Donc, quand même, globalement, ce qui a été retrouvé, c'est que pour les patients non bêta-0, bêta-0, la majorité vont pouvoir arrêter leur transfusion avec un taux d'hémoglobine au moins égal à 9 grammes. Et donc là, à l'heure actuelle, ce qui est important, c'est de voir combien ça sera. Ce qu'on a dit, 9, 10, 11, 12, 13, 14 grammes. Et pour les bêta-0, l'étude est en cours, mais on va aussi avoir des résultats dans les mois qui viennent. Alors, est-ce que ça veut dire la guérison de ne plus être transfusé? Alors, c'est un premier pas, bien sûr, très important, mais c'est vrai que là, il faut analyser plus précisément les patients qui ont été traités pour voir quel est le degré d'anémie résiduelle. Est-ce qu'il reste une dysérythropoïèse ou non? Est-ce qu'on est passé d'une thalassémie majeure à une thalassémie intermédiaire, ou est-ce qu'on est passé d'une thalassémie majeure à non seulement plus besoin de transfusion, mais aussi un taux d'hémoglobine suffisamment élevé pour empêcher toute complication des thalassémies intermédiaires. Et en fait, le fait d'arrêter la chélation est aussi une question, parce que être guéri, c'est aussi arrêter la chélation. Donc, pour finir, on a à l'heure actuelle quand même un certain recul, puisque c'est quand même important, 4 à 5 ans. Donc, on a dit, en termes de toxicité et d'efficacité, on a des résultats à 5 ans qui se maintiennent. Et puis, donc, on a maintenant ces nouveaux essais de gene editing dont on va aussi attendre les résultats. Donc, il y a vraiment un développement de la thérapie génique, aussi bien au niveau des essais cliniques que aussi avec ce passage en phase commerciale, donc qui va quand même arriver. Alors c'est difficile de donner des délais, mais probablement en 2021. Enfin, c'est assez raisonnable de penser que dans ces délais, il y aura la possibilité de réaliser ces thérapies géniques en France. C'est fini. Alors. Merci beaucoup, merci Isabelle. Donc on va prendre les questions. Juste, il faut arrêter le partage d'écran. Voilà, parfait. Merci. Alors, il y a beaucoup de questions. Hein. Je ne suis pas sûre qu'on puisse répondre à toutes, mais on va essayer de répondre à la majeure partie. Donc, il y avait une question déjà avant l'intervention de Dr Turé. Donc, il y a Somani qui demande, alors, Zynteglo, thérapie génique pour la bêta-thalassémie et Roblosil pour la bêta-thalassémie aussi. Est-ce que ça marche pour les patients alpha-thalassémiques HB, H+, Constant Spring? Est-ce qu'il y a la recherche en cours pour les patients alpha-thalassémiques?
Alors pour la thérapie génique, non, hein, puisque c'est ce qu'on apporte, c'est le gène bêta-globine. Donc quand on a une HbH ou une HB constant spring, c'est une anomalie des gènes alpha. Hein, donc c'est la thérapie génique. Là, elle a démarré pour les bêta-thalassémies parce que c'est les formes les plus sévères, hein, probablement, hein, bien sûr, hein, puisque en fait, quand on a une HbH, on est plutôt comme avec une bêta-thalassémie intermédiaire et plutôt moins sévère qu'une bêta-thalassémie intermédiaire. Donc ça, c'était la première question. Et Et il la demandait, deuxième, est-ce qu'il y a de la recherche dans l'alpha-thalassémie? alors, enfin, les alpha-thalassémies, elles peuvent quand même bénéficier de toutes, par exemple, des essais qui sont en cours pour améliorer l'hémoglobine. Je Oui, pense voilà, par Roblozy. exemple aussi à, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le médicament, là, le stabilisateur de la pyruvate kinase, hein, en fait, qui est utilisé dans les déficits en pyruvate kinase, mais qui améliore la production d'ATP. Et c'est essayé dans les thalassémies intermédiaires, aussi bien bêta que les hémoglobinoses H. Donc, effectivement, des médicaments qui visent à améliorer l'érythropoïèse par des mécanismes qui ne passent pas directement par l'amélioration du déséquilibre alpha-bêta en apportant du bêta, bah, ça peut marcher, oui, bien sûr, oui, oui. Ok, donc est-ce que Roblozy aussi, ça peut être intéressant pour… Alors, le Reblozyl, c'est un médicament, mais ça n'a pas la même, enfin, je dirais que ça n'a pas le même niveau d'efficacité, ça c'est sûr, puisque c'est un médicament qui va réduire les transfusions chez les patients polytransfusés, mais ça ne les sèvre pas du tout de la transfusion, c'est-à-dire on ne devient pas transfusion indépendant sous Reblozyl, mais ça n'a aussi pas finalement peut-être les mêmes indications, les mêmes populations cibles qui vont pouvoir prendre ces traitements. Parce qu'encore une fois, la thérapie génique, c'est quand même quelque chose qui concerne plus les sujets jeunes. Alors, une autre question de Mauricette Ferrara. Et dans la thalassémie intermédiaire, l'allogreffe n'est-elle pas proposée? Alors, encore une fois, l'allogreffe, donc c'est pareil, hein, c'est une thérapeutique lourde. Il y a quand même un risque vital. Bon, petit quand on est enfant, bien sûr, mais enfin qui augmente avec l'âge. Hein, quand Laura disait qu'avec les adultes, on discute, il y a eu des séries de patients adultes où il y avait jusqu'à 20-25% de mortalité liée à la greffe, hein, pour les thalassémies adultes. Donc, la thalassémie intermédiaire, ce n'est pas une indication consensuelle de traitement lourd comme ça. Sauf si sauf s'il y a des complications qui font que les traitements, disons les traitements traditionnels ne peuvent pas fonctionner. Parce que c'est vrai que les patients qui ont des thalassémies intermédiaires, il y a un certain nombre de médicaments qu'on peut proposer. Très bien. Alors, la greffe à partir de la famille autre que les frères et les sœurs, les parents, les grands-parents, si les parents sont cousins germains, est-elle possible? Alors en fait, quand on fait une greffe, on appelle ça HLA identique. Alors, on a l'HLA sur chacun de ces deux chromosomes, et donc l'enfant, il a pris un HLA de la mère, un HLA du père, sur les deux qu'ont son père et sa mère. Donc, il a une chance sur 4 que son frère ou sa sœur ait fait la même chose que lui. D'accord? Ça, c'est l'HLA identité. Alors, c'est exceptionnel d'être HLA identique avec son père ou sa mère. C'est rare. Et puis, le coup des cousins, il faut imaginer que la sœur de la mère ait épousé le frère du père et que les enfants aient récupéré les mêmes HLA. Donc, c'est vraiment, ça arrive, hein, ça arrivait une ou deux fois, mais enfin, c'est vraiment pas du tout la, la règle. Euh, Thérapie génique, jusqu'à quel âge? Et si ça réussit, est-ce qu'il n'y a plus de traitement? Alors, jusqu'à quel âge donc, ce qu'il y a, c'est que on parle là pour la première, je dirais la première expérience en pratique plus courante. C'est assez logique que on commence avec des patients dans la tranche 12-35 ans. 12 ans, de toute façon, c'est l'AMM. Mais on peut penser qu'après, une fois qu'on aura démarré cette expérience, on pourra rediscuter des choses, aussi bien d'ailleurs chez des plus petits que chez des plus âgés.
Mais pour l'instant, ça va être clair, hein, parce que ça sera 12-35 ans pour le moment. Hein. Ensuite, alors, bonjour à tous. À Marseille, existe-t-il un service traitant les malades par la thérapie génique? Alors, ce qu'on a dit là, c'est que alors, pour le moment, les patients qui ont été traités l'ont été dans le cadre d'essais cliniques. Donc, les essais cliniques, en France, il y a, je crois, 9 patients qui ont reçu une thérapie génique en France. Il y en a 7 à Necker et 2 à Marseille. Et ça n'a été que dans le cadre, jusqu'à présent, d'essais cliniques. Hein, donc, c'est des essais cliniques, il n'y a pas beaucoup de patients qui sont inclus. Et puis, de toute façon, là, les recrutements sont terminés. Donc, il y a, à l'heure actuelle, là, juste là, il n'y a pas d'essais cliniques en cours pour la thalassémie, avec donc des sponsorisés par les industries pharmaceutiques. Après, on va passer à la phase de commercialisation. Alors, la phase de commercialisation, cette autogreffe de cellules souches modifiées, elle ne se fera pas partout. Elle se fera dans certains centres. Et après, il faudra qu'on arrive à, en France, s'organiser pour réguler les demandes, c'est-à-dire que tout le monde ait la même chance, finalement, de bénéficier d'une thérapie génique. Donc, ça va passer par des réunions nationales où on examinera l'ensemble des dossiers et où on discutera les, les patients. De toute façon, ce qui se passe aussi, c'est que ces thérapies géniques, elles se réalisent donc dans des services de greffe. Hein, et donc, ça va être… enfin, on ne va pas d'emblée pouvoir greffer tout le monde, et ça tombe bien, puisque de toute façon, il y a des limitations sur le génotype et sur l'âge. Donc, il va falloir réguler tout ça le plus éthiquement, et que ce soit le plus éthique possible. Donc, il n'y ait pas de disparité d'une zone à l'autre, et je pense qu'on arrivera à mettre en place ça. Alors, thérapie génique pour une enfant de 7 ans, est-ce que c'est possible? Si oui, quand cela est-il possible? Là, pour le moment, non, puisque la limite est de 12 ans. Hein, c'est-à-dire qu'il y a, un cadre très, très strict à la commercialisation du Zynteglo, hein, donc c'est 12 ans. Et donc, pour le moment, non, mais on peut penser que rapidement, on va ouvrir à des enfants plus jeunes. Alors, il y a beaucoup de questions par rapport à la limite d'âge, notamment, enfin voilà, faut-il en déduire donc pour un patient de 50 ans, dépendant de la transfusion, ce profil n'est pas retenu pour la thérapie génique? Ce qu'on a dit, c'est que l'âge, c'est un facteur de risque très important pour la toxicité de la greffe. L'âge tout court, et puis après aussi le fait que plus on est âgé et plus on a pu avoir des complications liées à la surcharge en fer. Donc pour le moment là aussi, la première utilisation, elle est pareil, il y a un âge limite de 35 ans. Donc après, ultérieurement, il sera peut-être augmenté, mais là, dans le cadre du remboursement du médicament, il est limité à 35 ans. Hein, c'est le rendu de la réunion de la commission de transparence. Donc, ils évaluent ce qu'ils appellent le service rendu, et donc il a été défini cette tranche d'âge entre 12, c'est l'AMM, et 35. Alors, Bluebird parle de 75 personnes potentiellement éligibles aux Zynteglo. Bon, alors, on a déjà répondu à la question. Est-ce que ce n'est que des patients jeunes? Comme pour les allogreffés, je suppose que l'âge est le facteur. Bon, ça, on y a répondu. Qui décide des patients qui pourront bénéficier de la thérapie génique? C'est ce que je dis, pour que les choses elles soient faites le mieux possible. On a déjà pour les greffes ce qu'on appelle des RCP, c'est-à-dire c'est des réunions où on discute des indications. Et donc, je pense qu'il y aura le même genre de procédure qui sera mise en place pour voir finalement est-ce que les patients, il faudra vérifier les indications, c'est-à-dire les mutations,
comment est le foie, comment est le cœur. Et donc, ça sera une décision, je dirais, collégiale. Une question de Maria Canistro. Bonjour, comment savoir si on est bêta 0, bêta plus? Bah, en règle, les mutations, elles sont étudiées chez les, chez les patients thalassémiques. Donc, il faut que vous demandiez à votre médecin. À une autre question. Donc, on m'a indiqué que la thérapie génique était surtout proposée aux patients qui ont une surcharge de fer élevée, malgré le chélateur. Faut-il un impact vital pour qu'on nous propose ce traitement? Alors non, non, c'est tout le contraire. Hein, c'est-à-dire que ce traitement, pour qu'il ait les meilleures chances de marcher, ce qu'on a dit, hein, moins on est surchargé et mieux c'est, et plus les chances de toxicité réduite, en particulier de la chimiothérapie, mais aussi on peut penser que d'avoir plein de fer dans la moelle osseuse, par exemple, ça ne va pas améliorer la prise du greffon. Enfin, donc, non, bien évidemment qu'il faut mieux être très bien chélaté pour aller à la thérapie génique. Alors après, la question qu'on peut poser, c'est de dire, bon, d'accord, on comprend bien que pour avoir les meilleurs résultats possibles, il faut être en bonne condition physique, bien chélaté, bien transfusé. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un certain nombre de patients qui sont en échec du traitement conventionnel, du traitement standard, soit qui ont des difficultés par rapport aux transfusions, des difficultés par rapport à la chélation. Mais tout ça, il faut que ça soit discuté, parce que par exemple, faire la thérapie génique à un patient qui est plein de fer dans le cœur, c'est pas très raisonnable. Alors, existe-t-il des études de thérapie génique pour les patients bêta 0, bêta 0? Alors, c'est ce qu'on a dit là. Il y a la 212 hein, qui est en cours et dont on aura les résultats dans les mois qui viennent. Très bien. Voilà. Et puis encore une question, mais bon, je pense que ça, on y répondra cet après-midi avec l'intervention de professeur Frédéric Galacteros. Donc, pourquoi ne propose-t-on pas de médicaments qui permettent d'éloigner les transfusions? C'est-à-dire qu'il faut les avoir. Donc, c'est toujours la même chose. On a une molécule, on se dit c'est intéressant, ça devrait améliorer l'anémie, mais après, il faut le montrer. Donc, on est obligé de faire des études, toutes les phases 1, 2, 3, pour montrer que cette molécule, d'une part, est active et d'autre part, n'est pas toxique. C'est le développement des médicaments, mais on ne peut pas dire qu'il n'y ait rien dans la thalassémie. Hein. Dans la thalassémie, il y a quand même un certain nombre de molécules qui sont en cours d'évaluation. Alors, je suis à 17 000 de ferritine. Ai-je droit de faire une thérapie génique? Bah, a priori, ça va être compliqué puisque là, la ferritine, elle est extrêmement élevée. Donc après, il faut faire un point des atteintes d'organes et des surcharges tissulaires. Et ensuite, dernière question, est-ce que le PO peut être donné aux thalassémiques? Bon, ben ça, vous en parlerez avec M. Galacteros.